Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans le cadre de cette grande édition du journal, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, ainsi que celui du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, sont convoqués à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani. En effet, dans un message officiel, les patrons de l'Intérieur interdit à ces deux gouverneurs de déposer leur programme devant l'Assemblée provinciale. Il s'est dénoté que le gouverneur de Kinshasa et du Haut-Katanga ont composé chacun un gouvernement de 20 membres, dont 10 ministres et 10 commissaires, contrairement à la loi. Et puis, parlons du séjour de la première ministre Judith Suminwa à Goma. Judith Suminwa l'a bouclé par une série d'activités en faveur de la population. La chef du gouvernement a remis au gouverneur militaire du Nord Kivu un lot de vivres et kits sanitaires destinés aux sinistrés au camp des déplacés qu'elle a rendu visite. Elle a également effectué une visite à l'hôpital militaire du camp Katindo avant de déposer une gerbe de fleurs au cimetière de Génocoste. Les condensés avec Gisèle Olivier Toko. En visite au camp des déplacés de la 8e CEPAC situé sur l'axe Goma-Sake, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu un lot de vivres et kits sanitaires destinés aux sinistrés. Motif de satisfaction pour ces déplacés qui n'ont pas manqué de remercier la chef du gouvernement. D'abord déplacé, nous sommes très réjouis de son arrivée. C'est pour nous une chance. Nous croyons que nous avons été chanceux de cette visite et son arrivée ici chez nous à Goma et plus précisément dans les camps de déplacés ici présents. Nous espérons que tout ce qu'elle a dit par rapport à la paix d'abord, nous espérons qu'on va restaurer la paix et nous allons revenir dans nos milieux respectifs et c'est ça notre souhait et nous croyons vraiment à ce gouvernement qui est mis en place depuis quelques jours. La première ministre Judith Suminwa a par la suite effectué une visite à l'hôpital militaire du camp Katindo. Judith Suminwa ne s'est pas arrêtée là. La première ministre est ensuite allée déposer sa gerbe de fleurs et laisser ses mots de compassion au livre d'or du Fonarev. Tout à fait autre chose à présent au cours de la plénière dirigée par le président du bureau provisoire Pascal Kinduelo. C'est vendredi 28 juin 2024. Le Sénat a déclaré recevable le projet du règlement intérieur de la 4e législature de la 3e République. Les détails dans cet élément. Suivez. Le président de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat pour ce quinquennat, Christophe Lutundola, et les rapporteurs de la commission Ngoudiaza et Nefertiti ont intervenu tour à tour pour donner l'économie de leur travail à ces sujets. Plusieurs modifications et innovations ont eu lieu comparativement au règlement intérieur de la législature passée, notamment la problématique des présentations de l'autorisation des sorties par un sénateur qui voyage. Sur ce, la commission a préconisé que les sénateurs qui voyagent soient exemptés de la demande d'autorisation des sorties par les services de sécurité. En outre, en termes d'innovation, la commission a proposé à la plénière que chaque sénateur ait droit à 2 assistants parlementaires, dont un sera en permanence en province pour faire part de tout ce qui va se passer. Dans le même chapitre, la commission a également inséré l'article conditionnant l'accès au sein du palais du peuple, siège du Parlement, par un badge identifiant chaque personne qui entre. Par ailleurs, plusieurs sénateurs ont également intervenu pour apporter leurs amendements
dans l'ensemble du texte. L'adoption de ces règlements intérieurs interviendra au cours de la prochaine plénière, tout en prenant en compte les observations de la plénière. Toujours au cours de cette plénière, dans sa communication, le président Pascal Kinduelo a informé la plénière au sujet des sénateurs ayant renoncé à leur mandat pour d'autres fonctions. Sur ce, une commission spéciale chargée de vérifier les dossiers des suppliants de ces différents sénateurs afin de valider leurs pouvoirs. Il s'est dénoté que cette commission spéciale dispose de 24 heures pour déposer les rapports. Et quelques sénateurs n'ont pas manqué de saluer les travaux abattus par leur commission mise sur place pour rédiger les règlements d'ordre intérieur qui va conduire à la destinée de la Chambre haute du Parlement. Suivez. Par la plénière, et les sentiments, c'est les sentiments de satisfaction, d'avoir bien travaillé. Vous avez suivi, les autres collègues ont loué la qualité du travail que nous avons produit. Ce n'était pas facile, mais on a amené un projet déclaré recevable par la plénière. On va retoucher les amendements pour qu'on puisse terminer ces travaux la semaine prochaine. Donc, vu le volume de travail, c'est justifié. Et pour les sénateurs qui représentent toute une province, il y a des provinces. Par exemple, moi je viens du Maniema, on a 7 territoires. Le Maniema est plus grand que la plupart des pays européens. Vous ne pouvez pas couvrir ça seul. Bon, d'un côté, la question budgétaire, il faut regarder les pays en guerre. Est-ce qu'on a de l'argent pour couvrir et payer un assistant? Oui, je crois, il faut chercher l'argent. Et ça n'a jamais été question d'argent, c'est question d'organisation. Dans des endroits sécurisés et toujours réglementés partout au monde. Afin de profiler définitivement ce règlement intérieur qui devra nous conduire tout au long de la législature. On dit que nous sommes dans un parlement bicaméral, mais les deux chambres forment ce qu'on appelle parlement. Les règlements intérieurs qui peuvent passer à l'Assemblée nationale peuvent passer aussi au Sénat. Il y a des articles qui sont presque identiques. Lorsque l'Assemblée nationale rédigeait son règlement intérieur, elle s'était référée à un certain nombre de documents, notamment l'ancien règlement intérieur du Sénat. À l'Assemblée nationale, vous avez vu qu'ils ont adopté pour avoir 2 assistants parlementaires. De son côté, le sénateur Cédric Ngindou Bidoya a adressé une correspondance au vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy Mwandianvita, dans laquelle il a sollicité la création d'une aumônerie musulmane au sein de FRDC pour introduire une telle demande. Le sénateur Cédric Ngindou s'est appuyé sur les articles 12 et 13 de la Constitution qui prône l'égalité de tous les Congolais et condamne toute forme de discrimination, y compris religieuse. Suivez. Cédric Ngindou propose la création d'une aumônerie musulmane au sein de FRDC, ayant constaté que l'armée congolaise ne compte à ce jour en son sein que 3 aumôneries, à savoir catholiques, protestantes et kimbanguistes. Ce sénateur estime que la création d'une aumônerie musulmane permettra avant tout d'assurer l'équilibre voulu par la Constitution de la République démocratique du Congo dans ses dispositions relatives aux droits garantis pour tous. C'est important parce que, sans répéter les mots, c'est une demande formalisée par la communauté musulmane qui voudrait qu'il y ait d'abord un équilibre et une considération envers leur foi, envers leur confession religieuse, du fait que dans notre armée, il n'existe pas une aumônerie musulmane. Il y a des aumôneries catholiques, protestantes et kimbanguistes. Ils ont voulu corriger cette injustice et demander un jour férié. En tant que parlementaire, je n'ai pas le pouvoir de leur accorder cela pour mettre des équilibres, mais ils ont attiré mon attention sur un élément très capital en cette période de guerre. Il nous faut remarquer que la zone Est est essentiellement une zone islamique, musulmane, parce que les provinces de l'Est, le Maniema, le Sud, le Nord Kivu, l'Ituri, sont plus ou moins à 50% occupés par nos compatriotes qui sont musulmans. Et ils ne sentent pas l'appropriation de la question terroriste islamique.
parce qu'il faudrait que nous évitions que nos soldats, nos vaillants soldats, puissent tourner Kazakh pour l'ennemi, parce qu'il y a une idéologie religieuse qui s'écarterait réellement de la souveraineté de notre pays. C'est comme ça qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement au sein de notre armée pour éviter que le terrorisme islamique s'infiltre dans nos rangs. Et cette considération va marquer de l'équilibre dans notre foi. C'est une question d'intérêt national de permettre que les soldats musulmans se sentent soldats autant plus que les autres soldats catholiques ou kipangistes pour combattre face à ce terrorisme en ayant de bonnes bases de foi et non en s'alliant sur les aspirations des terroristes islamiques. De ces faits, la création de cette aumônerie contribuera de manière pratique à favoriser la communion et l'engagement de cette branche religieuse au FARDC en ce moment où le pays fait face à la guerre d'agression dans sa partie est. Le sénateur Sédenguindou pense par ailleurs que la création d'une aumônerie musulmane au sein de l'armée congolaise permettra aux militaires musulmans en grand nombre au sein de FARDC de se sentir considérés, honorés et soutenus moralement et spirituellement afin de mieux s'engager sur les fronts. Quittons la chambre haute du Parlement, direction Assemblée nationale, où le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, désigné parrain de la 7e session spéciale du CHEST, c'est le général-major professeur Augustin Moubiaï Manda, directeur général de CHEST, qui l'a annoncé au cours d'une audience lui accordée par les speakers de la chambre basse du Parlement. Suivez. La 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense va finir sa formation le 31 juillet prochain. Plus de 200 lauréats venus de plusieurs institutions et structures publiques vont recevoir leur brevet au cours d'une grande cérémonie officielle qui sera présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette promotion sera parrainée par le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. C'est le général-major et professeur Augustin Moubiaï Manda, directeur général du CHEST, qui l'a annoncé au speaker de la Chambre basse du Parlement. C'était au cours de l'audience lui accordée le vendredi 28 juin 2024 à son cabinet de travail au Palais du Peuple. Accompagné du directeur général adjoint, le général de brigade Kabila Mukombi Sam et secrétaire général le colonel Kibwe Franck, le directeur général de cette structure de formation militaire est venu solliciter l'accord de celui qui a été désigné par le Collège des hautes études de stratégie et de défense comme parrain de cette 7e session spéciale. Vous savez qu'il est d'une tradition dans les écoles militaires que chaque année académique, on puisse avoir une haute personnalité ou une personnalité emblématique qui puisse rester comme image de référence pour cette promotion-là. Et nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans sa qualité de parrain de la 7e session spéciale du CHEST. Alors, le parrain, c'est juste une personnalité qui peut conseiller le CHEST sur sa bonne marche, conseiller et encadrer en même temps ses filleuls dans leur devenir, dans leur placement, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous choisissons ces personnalités. Et ici, nous avons un nouveau président de l'Assemblée nationale, qui est une figure très importante, très connue, professeur d'université. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'elle pouvait nous aider, nous être très utile. Comme nous avons choisi également Madame la Première ministre, ces figures-là ont une grande signification dans nos écoles militaires et pour le Collège des hautes études de stratégie et de défense en général. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a donné son accord et a remercié le Collège des hautes études de stratégie et de défense pour l'honneur lui accordé en les choisissant comme parrain de la 7e session spéciale. Il faut rappeler que plusieurs autres éminentes personnalités politiques ont parrainé les sessions précédentes, notamment les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et le président Évariste Ndayishimiye du Burundi, pour ne citer que ceux-là. Dans un autre chapitre, le déchet, un tueur silencieux, c'est le thème de la conférence débat organisée par le réseau congolais de gestion de déchets RECOGED en sigle et à laquelle avait pris part le directeur du cabinet adjoint de la ministre d'État en charge de l'environnement
et développement durable F. Bazaïba Massoudi, héritier Piana, qui a martelé devant la presse sur la gestion responsable des déchets ménagères et autres, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Doudou Montiri était là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Après avoir participé à la conférence sur la protection de l'environnement et la gestion des déchets, animée à Kinshasa par le professeur Pierre-Albert Ngweliele et le réseau congolais pour la gestion de déchets RECOGET, le directeur de cabinet adjoint de la ministre d'État en charge de l'environnement, Héritier Piana, est notamment revenu sur les actions menées par F. Bazaïba Massoudi depuis son avènement à la tête du ministère de l'Environnement. Il a aussi insisté sur une bonne gestion des déchets pour se protéger contre des maladies de mains sales et autres. Vous comprendrez comme moi que les déchets qui nous entourent, les déchets que nous produisons chaque jour, constituent un tueur silencieux. Nous avons intérêt à bien les gérer de manière responsable, mais aussi durable. Bien gérer les déchets, c'est-à-dire quoi? On doit savoir les trier, on doit savoir les transformer, on doit savoir comment faire en sorte que ces déchets ne puissent pas nuire à notre santé. En dehors des déchets ménagers et des déchets plastiques, il y a aussi des déchets industriels qui sont produits par les industriels, les déchets qui sont produits par les hôpitaux et centres de santé, les déchets qui sont produits par les industries brassicoles, tout ça, ça revient de la responsabilité de chaque Congolaise et de chaque Congolais d'agir de manière responsable afin de savoir comment gérer tous ces déchets. Et le Dirkaba de la ministre d'État à l'Environnement n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'appui qu'il a toujours apporté aux actions menées par Madame F. Bazaïba pour l'assainissement de l'environnement en République démocratique du Congo. Alors, vous voyez cette phrase. En marge de cette conférence, une participante, Grace Munanga, responsable de Game Design Fashion, a lancé un appel à la ministre d'État, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi, dans son travail pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa et pour rendre propre l'environnement de la capitale. Ces dames demandent à la ministre de soutenir leur organisation. Doudou Montiri, encore une fois de plus, nous a livré cet élément. Vu que ma collection, j'aime pas souvent dans le recyclage des déchets, j'aimerais inciter à tous les Congolais et Congolaises qu'on puisse garder notre ville propre. Ayons cet esprit de garder notre ville propre. Aimons notre pays, aimons notre ville. Valoriser la culture congolaise, bien sûr. Pousser nos jeunes à avoir cet esprit de créativité. Tout ce que nous avons comme déchets à la maison, tout ce que nous avons, nous pouvons transformer ça à autre chose. Au lieu de jeter et de polluer la nature, nous pouvons chercher comment transformer nos déchets en quelque chose d'utile. Là, j'ai des assiettes. J'ai obtenu ces assiettes en recyclant les bouchons en plastique que j'ai transformés et j'ai obtenu les assiettes en plastique. J'ai des cartons que j'ai transformés aussi en pots de fleurs, les cuillères en plastique, le cadre avec nos comprimés. Une fois qu'on a bu les plaquettes de nos comprimés, au lieu de jeter, nous avons recyclé. Nous avons nos bouteilles qu'on a transformées, les sachets qu'on a transformés en fleurs pour décorer notre pot de fleurs en carton. Madame la ministre de l'Environnement, nous vous aimons, soutenez-nous. Invitez-nous pour qu'on puisse vous expliquer ce que nous avons comme idée pour que nous puissions quand même assainir notre ville.
notre pays. C'est pas seulement parce que quand je me suis présentée, j'ai enseigné à Goma, Bukavu, Kisantu, Matadi. Donc je me suis un peu promenée dans ces villes-là. Nous avons besoin de l'appui pour transformer nos déchets et pour avoir une ville propre, un pays impeccable comme elle a toujours été. Et puis, à 64 ans de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale, la République démocratique du Congo est assez mûre pour refléter la sagesse, l'intelligence et quitter certaines pratiques. Ce sont là le propos de maître Achille Kapanga et de son côté, l'analyste politique Isaac Ngwenza dénonce le pratique du détournement des deniers publics qui gangrène la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Leurs propos ont été recueillis ici par Strak Ngibi. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo doit refléter la sagesse, l'intelligence, quitter certaines pratiques qui ne valent pas la peine dans notre pays. Ces propos sont des acteurs politiques, maître Achille Kapanga. Il y a une vieille personne. Donc la RDC sur les 64 ans d'âge d'indépendance. C'est que nous sommes déjà une vieille personne. Nous devrions refléter la sagesse, nous devrions refléter l'intelligence. Et on devait déjà quitter certaines pratiques qui ne valent pas la peine dans notre pays. Malheureusement, pendant les 64 ans, on a connu que des turbulences. Les 32 ans de Mobutu. Quand vous venez ajouter les 18 ans de Joseph Kabila, peut-être les 2 ans de Moussa Laurent Désiré Kabila, tout ça, vous avez compris qu'avec Mobutu, la zaïrianisation et certaines pratiques liées à l'impérialisme, liées peut-être à la dictature, n'ont pas permis à ce que le Congo puisse faire mieux. Donc pendant les 32 ans là, le petit projet qu'on pouvait avoir ne visait que les intérêts privés. Mais il y a eu quand même certaines avancées, l'armée est consommée, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, puisqu'il y a eu beaucoup de détournements qui n'ont pas permis à ce que les Congolais puissent se retrouver fidèlement et bien. 64 ans après l'indépendance, l'analyste politique Isaac Ngwenza reproche aux dirigeants les détournements de deniers publics. Il reproche aux dirigeants de détourner le bien public, l'argent de l'État. Regardez le premier président qu'on a eu dans ce pays, Kasavubu. Il a géré pendant 5 ans. Il n'est pas devenu milliardaire, ni millionnaire. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est promu au rang de ministre, 3 mois, 4 mois, il devient millionnaire, il construit. Il y a un problème. Bref, tant qu'on aura cette culture de détournement des deniers publics, on fêtera centenaire. Le Congo sera toujours tel qu'il est. Maintenant, regardez autre chose très choquant. En 1960, on appelait Gombe ici Kin Label. Donc Kalina, c'était très propre. Maintenant, les Congolais se comportent comme des animaux. Vous voyez un animal, hein? Si vous donnez des bananes à un singe, il peut prendre l'écorce, il va jeter là où il se trouve. Donc, regardez comment la ville est sale aujourd'hui, 64 ans après. Signifie que nous avons régressé. Clôture des travaux du 2e congrès ordinaire du syndicat des infirmiers et infirmières uniques en sigle. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de travail des infirmiers de la République démocratique du Congo. Le point avec Christophe Ngandou et Georges Libengue. Qui commence bien, finit bien, dit-on, les travaux du 2e congrès ordinaire du syndicat national des infirmières et infirmiers du Congo unique, organisé sous le thème plaidoyer pour l'amélioration du travail des infirmiers du secteur public, se sont clôturés pour cette 3e journée et dernière journée. Les statuts et les règlements d'ordre intérieur de l'unique ont été révisités et adoptés dans le souci d'améliorer les conditions de travail des infirmiers de la RDC, précise maître Charles Omambo Loseke, avocat conseil de l'unique. De leur côté, les participants se sont dits satisfaits du déroulement de ces congrès. Signalons que ces travaux du 2e congrès ordinaire du syndicat national des infirmières et infirmiers du Congo ont été sanctionnés par des remises de brevets aux participants. À la conférence épiscopale nationale du Congo, le premier du nouveau président
Monseigneur Fulgence Mouteba a parlé de défis à relever. Ainsi appelle-t-il à travailler ensemble pour l'Église du Congo soit davantage authentiquement évangélisatrice, où les traditions reçues de ses prédécesseurs, dit-il, soient respectées tout en sachant que la mission de l'Église est avant tout d'annoncer, mais aussi de dénoncer de temps en temps. Suivez. Bien, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle charge qu'il vient de me donner. Je remercie son éminence le cardinal, les archevêques et les évêques membres de la SENCO pour le choix porté sur moi. Je sais que c'est une grande responsabilité. Bien sûr que c'est après 19 ans que je reviens à la SENCO comme responsable, après avoir servi comme secrétaire général. Eh bien, je considère que c'est un nouveau défi qu'il faut relever. Je voudrais vraiment que nous puissions travailler ensemble pour que notre Église du Congo soit davantage synodale, qu'elle soit authentiquement évangélisatrice et efficacement prophétique. L'essentiel, c'est que la tradition que nous avons reçue de nos dévanciers, de nos prédécesseurs, puisse être perpétrée dans le calme et la concorde, tout en sachant que la mission de l'Église, c'est d'abord et avant tout d'annoncer, mais aussi de dénoncer de temps en temps, si les circonstances le permettent. Mais nous voudrions vraiment que l'Église puisse rayonner dans notre société et qu'elle puisse conduire notre pays jusque, n'est-ce pas, à un avenir radieux. C'est des paroles de reconnaissance de Monsieur le Président sortant et de notre école. Il a abattu un travail de qualité. Je lui en suis personnellement très reconnaissant. Et nous avons toujours collaboré, hein, ça il faut le dire. Le président de la conférence épiscopale, c'est un coordonnateur. Et puis il est là pour modérer le débat. Mais sinon, le travail de la présidence comme tel, c'est un travail d'abord qui est intrinsèquement lié à celui du secrétariat général, mais aussi qui est un travail synodal, vraiment de co-responsabilité avec les autres évêques. Et donc, moi, je suis là comme arbitre, pas tellement arbitre, mais comme celui qui prend la place des autres, au milieu des autres, mais qui prend la parole au nom des autres en les consultant de manière syntonique. En dehors de nos frontières présidentielles américaines, le président Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont débattu jeudi dans une atmosphère tendue où les invectives se sont enchaînées. Regardez. C'est lors d'un débat de 90 minutes organisé par la télévision américaine CNN que Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés pour la première fois depuis 2020. Un duel suivi par de millions de téléspectateurs à 4 mois de l'élection présidentielle qui décidera de l'avenir des États-Unis. Très attendu, ces débats entre le locataire démocrate de la Maison-Blanche et son prédécesseur républicain a été le fruit de longues négociations entre les deux équipes de campagne. Un duel qui pourrait déjà être décisif dans la course à la Maison-Blanche. Les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages et enquêtes d'opinion. Le duel a tourné à l'avantage de Donald Trump et certains démocrates s'inquiètent de la performance de Joe Biden au point d'envisager son retrait de la course à la Maison-Blanche. On devrait laisser à Israël l'opportunité de finir le travail. Biden ne veut pas. Il est devenu palestinien. Sauf que les Palestiniens ne l'aiment pas. C'est un Palestinien faible. Les démocrates ont détruit des preuves quand ils se sont rendus compte que nous avions raison et ils devraient aller en prison pour ça. Le seul homme sur cette scène qui est un repris de justice est celui que je regarde. Peu de points programmatiques ont été abordés, les deux hommes s'invectivant pendant plus d'une heure et demie. Joe Biden sera officiellement investi par sa formation politique lors de la convention du Parti démocrate en août. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue en leur nom ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi.
avec le même plaisir et les mêmes désirs. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.